Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, on parlera de One Health, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Dans la première partie de l'épisode, nous avons compris que la météo diffère du climat. La météo est comme les émotions, changeante et seulement présente à un moment et dans un lieu donné, tandis que le climat est comme les humeurs, représentant des tendances générales sur de longues périodes. Le changement climatique est donc un changement sur le long terme qui a de nombreuses répercussions sur la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. Dans cette seconde partie d'épisode, nous allons nous intéresser aux pistes mises en place par les différentes parties prenantes pour faire face aux conséquences du changement climatique sur la santé du vivant. Pour cela, nous retrouvons Charline Schmerber, praticienne en psychothérapie, spécialiste de l'éco-anxiété et des autres troubles psychiques liés à la dégradation de l'environnement. Rebonjour Charline. Marie-Dominique Leroux, responsable de la division études et climatologie de Météo France pour l'océan Indien, spécialiste en modélisation du climat et au développement des services climatiques pour les îles de l'océan Indien. Rebonjour Marie-Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Et Kevin Lamy, chercheur au CNRS basé à l'OSU, Observatoire des sciences de l'univers à La Réunion, spécialiste des risques, impacts, adaptations et solutions au changement climatique dans les tropiques. Rebonjour Kevin. Bonjour. Selon le rapport de 2022 de l'IPBES, les experts de la biodiversité, l'humanité dépendrait de 50 000 espèces sauvages pour sa survie. D'après l'association Réseau Action Climat France, si le réchauffement de la planète dépasse plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, 18% de toutes les espèces terrestres seront fortement menacées d'extinction. S'il atteint plus de 4,5 degrés, environ la moitié des espèces végétales et animales recensées seront menacées. Ces dernières années, nous avons beaucoup entendu parler de résilience et Charline nous en a un peu parlé dans la première partie d'épisode. La résilience, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique. Face à ces conditions climatiques et environnementales, les animaux, les plantes et les êtres humains tentent comme ils peuvent de faire preuve de résilience. De la même manière, on peut parler de résilience des territoires. Marie-Dominique Leroux, vous avez travaillé avec la Commission de l'océan Indien sur le projet BRIO pour Building Resilience in Indian Ocean, renforcer la résilience dans l'océan Indien. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, en effet, pour pouvoir se préparer, donc à la fois s'adapter et atténuer le réchauffement climatique, il faut savoir à quoi s'attendre. Et du coup, c'était l'idée de ce projet BRIO, financé par l'Agence française pour le développement, en partenariat avec la Commission Océan Indien, de faire de la régionalisation du changement climatique sur le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des derniers travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, avec le tout dernier rapport publié dès 2018. Et on a cherché à faire ce qu'on appelle un zoom ou une descente d'échelle, puisque dans ce dernier rapport, ils utilisent des modèles de climat globaux qui voient l'évolution des paramètres atmosphériques, comme la pression, température, vent, humidité et pluie, sur des pixels d'environ 150 par 150 km, dans lequel des petites îles comme celles de La Réunion, des Seychelles, Comores, Mayotte, Maurice ne sont pas représentées. En fait, elles sont de taille plus petite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des modèles de climat à l'échelle régionale qui permettent justement de zoomer sur une zone donnée de la Terre, mais avoir un pixel plus fin, en l'occurrence 12 km, qui permet du coup de voir de la Terre et de mieux appréhender les reliefs qui ont une importance très importante, notamment sur des îles jeunes comme La Réunion, sur la climatologie des précipitations. Donc dans ce projet, il y avait un volet modélisation climatique. On a fait tourner des simulations sur le supercalculateur de Toulouse pour 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'une simulation, c'est quand même 1 mois et demi de temps de calcul sur le supercalculateur. En tout cas, le temps tel que nous le définissons, puisque bien comme c'est du calcul en parallèle, en fait, c'est bien plus d'opérations.
Et puis ce projet, il a aussi eu pour but de faire monter en compétence les pays de la zone. Donc en formant des experts dans chacun des pays, Madagascar, Seychelles, Comores et Maurice, à l'exploitation de ces jeux de données climatiques pour pouvoir répondre à leurs différents usagers nationaux. Et puis, bien sûr, on a aussi mis en ligne l'ensemble de ces données pour visualiser les travaux de ce projet. Et puis derrière, avec toutes ces données, ce qu'on a pu commencer à faire aussi, c'est des études d'impact. Donc, par exemple, Kevin en parlait lors du premier podcast, c'est de voir dans le contexte changement climatique comment la dengue va pouvoir évoluer. Et donc, en regardant, en branchant un modèle entomologie sur les évolutions de populations de moustiques tigres, comment, dans le contexte changement climatique, ces populations vont pouvoir évoluer. Alors, on a fait d'autres études sur la biodiversité, par exemple à Madagascar ou à La Réunion, sur des espèces endémiques et leur adaptation possible au changement climatique ou pas. On a regardé côté agriculture l'évolution des principaux bassins canniers de l'île avec Tereos et le Sirade, donc l'évolution donc, de la culture de la canne à sucre sur par exemple Saint-Louis et Saint-André, pour montrer que finalement cette culture, elle sera fortement dépendante de l'irrigation dans le sud et pour éviter les maladaptations au final, suite, comme on le disait, à la baisse des précipitations au cours du siècle. On s'intéresse aussi aux évolutions des maladies dont parlait Kevin également, sur les cultures, donc ravageurs, parasites et maladies des plantes. On a pu s'intéresser aussi, on est en train d'encadrer une thèse sur ce sujet, au risque d'hyperthermie en contexte de chaleur humide. On s'intéresse également en ce moment au risque feu de forêt dans le contexte changement climatique. Et puis, bien sûr, à la surveillance des espèces exotiques envahissantes. Et puis, pour tout ce qui est confort thermique, en fait, le bâtiment nous a sollicité aussi pour utiliser des données du projet Brio pour voir comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en climat tropical. Et puis pour le potentiel des énergies renouvelables, donc potentiel d'énergie solaire, éolien et photovoltaïque, on utilise aussi des données du projet Brio pour voir comment cette production pourrait être améliorée dans le futur. Donc un projet assez complet et si je comprends bien, une manière de plus facilement se projeter pour pouvoir anticiper en quelque sorte les impacts du changement climatique et donc les solutions et les dispositifs à mettre en œuvre pour gérer au mieux à l'échelle des territoires. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'idée de co-construire des services climatiques pour faciliter les prises de décision donc sur les politiques publiques, sur l'adaptation et l'atténuation. Merci beaucoup Marie-Dominique. Donc 130 milliards d'euros par an, dont 63% sont des pertes humaines, sont déjà attribués à l'impact du changement climatique sur la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Kevin Lamy, vous avez étudié les adaptations des territoires d'outre-mer tropicaux au changement climatique. Que pouvez-vous nous dire des solutions envisagées? Alors je peux déjà commencer peut-être par vous rappeler quel type de solution d'adaptation en fait il existe. En fait, il y en a à peu près 5. Donc on va distinguer les actions directes, qui sont vraiment revégétaliser, renaturer, restaurer les coraux, construire des ouvrages de défense face à la montée de la mer, ou installer des clims pour le confort d'été dans les écoles, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des actions concrètes et directes. Après, il y a des actions qui sont plus de l'ordre de la sensibilisation, de l'éducation et de la prévention. Par exemple, dans la question des risques naturels, on va pouvoir faire des sensibilisations et de prévention, que la fréquence et l'intensité des précipitations changent, que le phénomène d'inondation change, comment se comporter face à des risques naturels. Sensibiliser aussi les gens aux différents enjeux du climat. Il y a la question des politiques publiques et la prise en compte en fait, du changement climatique dans les schémas de planification, que ce soit à l'échelle locale, dans les PLU au sein des mairies, mais au niveau de la région pour le schéma d'aménagement régional, ou même à l'échelle nationale, voire internationale. À l'échelle de la France, on a le plan national d'adaptation au changement climatique. On a aussi des plans d'adaptation à l'échelle européenne et internationale. Et alors, comme autre type de solution, il y a la partie plus financement, qui est assez important, parce qu'en fait, on va faire de l'incitation fiscale, par exemple, pour que les gens basculent sur des solutions. Bon, là, ça concerne aussi l'atténuation. C'est vrai qu'on n'a pas rappelé, mais il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation, c'est agir sur les conséquences du changement climatique. Et donc, la partie adaptation fiscale, financement, elle vient jouer sur les deux aussi. Inciter les gens à basculer sur des mobilités plus douces, par exemple, ou s'installer dans des régions
moins exposés aux risques naturels. Donc sur le foncier, par exemple, il peut y avoir des incitations financières. Et en dernier type de solution d'adaptation, il y a la question de la gestion des risques. Et donc ça rebondit un peu avec ce que disait Marie-Dominique, c'est construire des systèmes d'alerte précoces pour les risques naturels ou même peut-être pour des risques d'épidémie, ajuster ses moyens de réponse en fonction des prévisions climatiques auxquelles on s'attend. Je crois que Météo France bosse beaucoup avec la Croix-Rouge en ce sens, avec la Pirouille dans l'océan Indien. Pour résumer, il y a les actions directes, les actions de sensibilisation, la politique publique, le financement, la gestion des risques. Et donc après, en fonction des secteurs, il y a tout un panel de solutions. Je pourrais vous en sortir tout un catalogue, mais elles sont très très vastes. Il y a quelque chose aussi d'assez important, c'est que l'adaptation, elle est souvent très locale et contexte dépendant. Et donc quelque chose qui marche à un endroit va peut-être pas forcément marcher à un autre endroit dans le monde ou à un autre endroit de la ville même. Et donc il va falloir essayer d'évaluer à quel point c'est efficace ou pas. Et si ça génère pas aussi ce qu'on appelle de la maladaptation, c'est-à-dire qu'on pense mieux s'adapter au changement climatique, mais au contraire, on va aller dans le sens inverse. Mais bon, c'est un champ de recherche assez nouveau, relativement nouveau. Il y a encore 10 ans, on ne parlait pas beaucoup d'adaptation. L'effort était sur l'atténuation. Mais ça émerge de plus en plus parce qu'on est face au fait accompli que malheureusement le changement climatique est présent et que même si on s'arrêtait tous ensemble de polluer demain, il serait toujours présent pendant quelques années. Mais donc pour finir peut-être quand même sur une note positive sur cette question de l'adaptation qui est assez importante, il ne faut pas le voir que comme une contrainte en fait. Ce n'est pas des dépenses en plus pour des nouvelles installations, ça peut être aussi des bénéfices en fait. Ça peut être aussi des cultures qui ne poussaient pas avant, qui vont pousser désormais. Ça peut être aussi une façon de reconcevoir nos économies, nos systèmes agricoles pour qu'ils soient plus vertueux, plus valorisants aussi pour les personnes. Moi j'essaie de le voir comme ça, que l'adaptation au final c'est un renouveau, quoi. C'est repenser les choses de manière plus durable. Et de toute façon, l'adaptation, elle fait partie de notre condition d'être humain. On n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu des milliers d'années d'adaptation derrière nous. Donc, on en a besoin et on en a d'autant plus besoin à l'heure actuelle. Et cette adaptation, en effet, elle a besoin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques au territoire, que ce soit des caractéristiques environnementales, culturelles ou sociales, pour ne pas créer de la maladaptation. Et elle peut aussi nous permettre de repenser nos systèmes pour les améliorer, et pas qu'au niveau environnemental, mais au niveau structurel, énergétique et ainsi de suite. Donc, des belles choses à mettre en œuvre et qui donnent un peu d'espoir. Merci Kevin pour ça. Les impacts des changements climatiques sur les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent être impressionnants. On en a pas mal parlé dans la première partie de l'épisode. Et parfois, ils sont tellement impressionnants qu'ils sont remis en cause. Par exemple, les 15 et 16 avril dernier, avril 2024, des pluies diluviennes ont fait 24 morts aux Émirats arabes unis et à Oman. Certaines parties de la péninsule arabique ont reçu 18 mois de précipitations en seulement 24 heures. D'après le média Le Monde, à Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats, l'eau n'a pas pu être entièrement évacuée avant plusieurs jours. Le pays a annoncé allouer 507 millions d'euros pour réparer les logements endommagés. Ces pluies étaient tellement impressionnantes que beaucoup d'individus ont eu du mal à croire qu'elles pouvaient être liées au changement climatique, enfin en tout cas amplifiées par les changements climatiques. Pourtant, la théorie de l'ensemencement des nuages, qui consiste en fait à mettre dans les nuages des petites particules comme de l'iodure d'argent ou de la neige carbonique pour générer de la pluie, a été écartée. Donc elle n'a pas été provoquée par l'homme. Pourquoi semble-t-il plus facile parfois de croire à une cause humaine que une cause météorologique, Charline Schmerber? Je pense qu'il y a une notion clé dans votre question qui est la notion de croyance. Et malheureusement, quand on regarde les problématiques climatiques, ça ne devrait pas jouer au niveau de la croyance. Ça devrait être une question de connaissance finalement. C'est-à-dire on sait aujourd'hui, depuis le 6e rapport du GIEC, qu'il y a nos activités humaines, elles impactent sur le climat et que voilà, on a une responsabilité dans ce qui se passe. Mais on s'aperçoit vraiment qu'on est tous pétris de différentes croyances et que c'est ça qui se joue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à être climato-sceptiques, même si on observe quand même un net recul de ça. J'avais trouvé une étude aux États-Unis faite par le Yale Programme qui disait qu'aujourd'hui, il y avait 2 Américains sur 10 qui étaient encore climato-sceptiques. Donc, il y a un net recul de ça. Et donc, les croyances, aujourd'hui, elles sont forgées par notre expérience, par notre environnement, par nos fréquentations. Et on est tous pétris de biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, ça vient d'un psychologue dans la cognition.
qui s'appelle François Leny. On va regarder le monde à travers nos biais, en fait. Donc, par rapport aux problématiques climatiques, on peut avoir un biais d'optimisme qui va dire qu'on va toujours s'en sortir. On peut observer des biais de conformité sociale. En fonction du milieu dans lequel on évolue, on va avoir tendance à adopter les croyances des uns et des autres. Il peut y avoir aussi des choses comme la pensée magique, où on se dit que la technologie va nous sauver, des choses comme ça. Donc, ça fait que finalement, on va avoir du mal à regarder les choses à travers le prisme de la connaissance. On va vraiment le regarder à travers le prisme de nos croyances et qui se forgent tout au fur et à mesure de notre vie. Donc ça permet un peu d'expliquer la difficulté qu'on a à prendre conscience qu'il y a vraiment un facteur météorologique qui est bien là aujourd'hui et qu'on doit prendre en compte et vraiment prendre en compte de la gravité de la situation. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est qu'on est dans une société, on pourrait qualifier je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en psychopathologie de borderline, un peu d'état limite. Donc on a vraiment une tendance à être, un peu dans du tout ou rien. C'est une société qui est aussi, baignée d'ultra-consommation où on a vraiment du mal à se mettre des limites. Donc il y a aussi cette tendance à croire que, l'humain est vraiment, tout puissant et on n'arrive pas à prendre conscience, du fait qu'on a déjà dépassé, 6 des 9 limites, planétaires. Donc il y a cette notion-là qui est que, l'humain pense pouvoir, tout contrôler. Or, on est face à une machine qui s'emballe aujourd'hui et ça serait bien, je pense, de pouvoir, reprendre notre juste place dans cet écosystème et de bien prendre conscience que, on n'est pas tout puissant. Donc, de pouvoir, vraiment réintégrer, une place parmi l'ensemble des espèces et de pouvoir, prendre conscience de cette interdépendance. Merci beaucoup Charline et c'est tout à fait ça, c'est cette question de se placer, au sein de la nature et pas au-dessus d'elle parce que c'est, en faisant ça qu'on en arrive, là où on en est aujourd'hui et c'est par la prise de conscience et la sensibilisation et comme vous dites par la connaissance que ça passe parce qu'on a tous, nos biais vers lesquels il faut savoir prendre du recul, pour, justement, savoir ce qu'il en est réellement et savoir comment on peut agir au quotidien, pour, améliorer voire atténuer, la situation actuelle. Nous venons de mentionner avant le phénomène d'encensement des nuages. Pour faire face, par exemple, à l'appauvrissement des ressources en eau, de nombreuses solutions sont testées. Récupération de l'eau de surface des toits pour nos circuits ménagers, chasse d'eau, lessive, encensement des nuages ou réduction de ce qu'on qualifiera d'îlots de chaleur. Pour faire face aux canicules et aux sécheresses qui vont s'amplifier dans les années à venir, que pouvons-nous faire, Marie-Dominique Leroux? Alors, peut-être avant d'aborder un exemple de solution, on pourrait peut-être rappeler quand même que les deux maîtres mots, c'est pour le coup l'adaptation, mais aussi l'atténuation en parallèle. Parce que, bon, là, en ce moment, on en est à gérer l'inévitable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est obligé de s'adapter à un changement climatique qui a déjà été provoqué par nos émissions passées. On sait que dans tous les cas, à cause de la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température du globe va dépasser les 1,5 degrés dans la prochaine décennie, 2030-2040, parce que ces gaz à effet de serre, voilà, ils ont une durée de vie de minimum 12 ans, jusqu'à 100 ans, voire plus pour certains. Mais maintenant, on peut toujours, en limitant nos émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui et au cours du XXIe siècle, tenter d'éviter l'ingérable sur la deuxième moitié de siècle. Bon, maintenant, sur gérer l'inévitable actuellement, on peut déjà effectivement essayer de mettre en place des solutions. Déjà, pour le risque canicule et sécheresse, c'est de protéger les populations fragiles dans un premier temps, notamment les cours d'école revégétalisés, puisqu'on l'a dit dans le premier épisode, la forêt, les végétaux, de par leur évapotranspiration, ils ont un rôle d'atténuation de la chaleur, ils rafraîchissent localement. Désartificialiser les sols aussi, donc enlever le bitume, enlever tout ce qui ne permet pas à l'eau de pénétrer dans le sol et d'aller recharger les nappes phréatiques, alors que les racines des arbres, justement, ont ce rôle. Et du coup, c'est de l'eau qui va être perdue si elle ruisselle jusqu'à la mer. En tout cas, par exemple, sur une île à fort relief comme la Réunion. Et puis, réorganiser peut-être nos villes pour limiter les îlots de chaleur urbains. Alors, ça veut dire étudier la géomorphologie des villes, peut-être l'étroitesse des rues, donner accès à des îlots de fraîcheur urbain pour que la population puisse se reposer. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans les cours d'école à Paris, dans le projet Paris 50 degrés.
Et puis revoir le confort thermique des bâtiments, évidemment, tenter de l'améliorer au maximum. Puis après, pour la ressource en eau, bien sûr, avec ces sécheresses annoncées, ces baisses de précipitations moyennes, en tout cas en saison sèche sur la Réunion ou dans la zone océan Indien, eh bien, il faut essayer de mieux gérer cette ressource en eau. Repenser peut-être local, comme tu le suggérais, recueillir les eaux des toits. Et notamment, le but de repenser local, c'est de tenter de minimiser les flux pour diminuer le coût énergétique. Donc en tête, ce que j'ai, c'est actuellement dans un bâtiment public, si j'ai bien compris, à peu près 70% de l'eau est utilisée pour les sanitaires. Or, c'est de l'eau potable, qui donc a été acheminée dans des tuyaux, il y a peut-être 40% de pertes, et qui a eu un coût énergétique pour la rendre potable à la station d'épuration. Donc pourquoi ne pas utiliser peut-être l'eau localement recueillie, soit par le toit, soit des eaux grises du bâtiment, pour alimenter nos chasses d'eau par exemple. Donc mieux apprendre aussi à les stocker, peut-être dans les nouvelles constructions, imposer une citerne d'eau pour recueillir l'eau des toits. Voilà, c'est des solutions que j'ai en tête qui sont assez, on va dire, possibles, à mon avis, de mettre en place à court terme. Et bien sûr, toujours, comme disait Kevin, penser sur le long terme quand on a fait un investissement, en fait, pour éviter les maladaptations. Donc je pense par exemple construire un ouvrage de défense parce qu'il y a une activité économique à protéger sur le littoral de la submersion marine. Voilà, il faut penser au-delà des 20 ans. Parce que cet ouvrage de défense, dans 20 ans, avec l'élévation du niveau de la mer, il sera peut-être plus pertinent et on aura détruit des écosystèmes en le construisant. Donc vraiment penser sur le long terme. D'où l'intérêt de faire ces exercices de régionalisation du changement climatique pour bien savoir quelles sont effectivement les valeurs d'élévation du niveau moyen de la mer, par exemple, qui nous attendent et à quels horizons de cycle. Voilà. On est toujours dans cette idée de projection vers l'avenir pour mettre en place des dispositifs qui fonctionneront sur le long terme et qui ne seront pas à refaire dans quelques années parce qu'on n'aura pas pris en compte l'évolution des conditions d'ici là. Et pour ce qui concerne les chasses d'eau, je crois que c'était une question qui s'est déjà posée, mais je me demande si ce n'est pas des enjeux sanitaires, de transmission de maladies ou autres, qui fait qu'on est techniquement obligé d'utiliser de l'eau potable. Je crois que c'est des questions qui sont justement étudiées pour faire des économies et ne pas avoir à potabiliser de l'eau en plus et d'avoir du coup une dépense énergétique supplémentaire. Mais à voir ce qui sera mis en place en tout cas dans les années à venir. Mais c'est sûr que lutter contre le gaspillage, raisonner nos consommations, que ce soit en eau mais aussi en aliments, ça va faire partie des choses à mettre en place pour mieux gérer les ressources et le manque de ressources qui risque de surgir d'ici les années à venir. Oui, de manière plus générale, comme le précise le GIEC dans son dernier rapport, c'est d'inscrire la sobriété au cœur de nos choix de société et vraiment tenter de vivre sur des modes de vie plus économes et des modes de consommation plus économes pour diminuer notre demande en eau, en énergie, en matériaux et en terre. Oui, c'est exactement ce que Charline nous disait tout à l'heure sur la société de consommation et le fait d'être dans l'excès. Peut-être revoir ça et se tourner vers plus de sobriété. Et ça va sûrement passer par de la sensibilisation et des changements de mentalité et peut-être prendre un petit peu de temps. Mais ça va sûrement être une voie vers laquelle il va falloir qu'on se tourne tous pour réussir à amoindrir les effets du changement climatique. Alors maintenant, j'aimerais vous faire écouter une archive de 2011 sur le plan d'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas forcément évident, surtout en cet été plutôt frais, mais la tendance est au réchauffement climatique. D'ici la fin du 21e siècle, la hausse des températures en France atteindra 2 à 3 degrés. Et il va bien falloir faire avec. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, vient donc de dévoiler un plan national d'adaptation. Un plan qui prévoit notamment la réduction de 20% de notre consommation en eau potable. Claudine Gilbert avec Samuel Guibou. Moins de pluie, des canicules plus longues et plus nombreuses. L'une des premières conséquences du dérèglement du climat sera la raréfaction de la ressource en eau potable. D'où cet objectif annoncé dans le plan d'adaptation, réduire de 20% la consommation d'eau en France en moins de 10 ans.
On y arrive par exemple en arrêtant de gâcher. Aujourd'hui, il y a en moyenne 25% de pertes dans les réseaux d'eau potable par des fuites. Donc on va avoir des travaux pour arrêter ça. On y arrive aussi en réutilisant des eaux usées, des eaux qui sortent des stations d'épuration, qu'on remet dans l'environnement. On peut les réutiliser pour arroser des espaces verts. On va examiner la possibilité de les utiliser dans d'autres cadres, éventuellement dans un cadre industriel. L'agriculture est elle aussi priée de s'adapter en limitant l'irrigation. Le plan prévoit de réduire de 14 000 hectares les surfaces de maïs et le choix de variétés comme ici le sorgho, plus économe en eau. Alerte aussi sur notre santé avec la surveillance des maladies émergentes, nouveaux pollens allergisants et arrivée d'insectes tropicaux qui favorisera les épidémies comme la dengue et le chikungunya. L'aménagement du territoire, lui aussi, tiendra compte du réchauffement, implantation de logements, infrastructure des transports et lutte contre l'érosion côtière. Plus de tempêtes, élévation du niveau de la mer, le littoral est particulièrement menacé. Enfin, la forêt évoluera pour mieux résister à la sécheresse et au risque accru d'incendie. Les premières mesures annoncées sont estimées à 170 millions d'euros. C'est gagner de l'argent, c'est plutôt un bon placement que de s'adapter au réchauffement climatique, que de lutter contre le réchauffement climatique, que de ne rien faire. Disons que les coûts d'adaptation sont beaucoup moins importants que le coût des impacts en cas de non-adaptation au réchauffement climatique. Le dérèglement du climat, considéré comme inéluctable, a déjà commencé. Il faut désormais apprendre à vivre autrement avec 2 ou 3 degrés de plus d'ici à la fin du siècle. Donc cette archive est un beau résumé de pas mal de choses qu'on a déjà abordées. C'était il y a 13 ans. Quelles avancées aujourd'hui en 2024, 13 ans plus tard, qui veut prendre la parole ? Alors effectivement, donc c'était peut-être l'exercice précédent du GIEC, c'était il y a 13 ans. Et donc là, dans le dernier exercice du GIEC, les chiffres se sont un peu plus précisés avec les nouvelles générations de modèles de climat globaux et les différences justement entre les réchauffements de différentes régions. Et par exemple, l'Europe est une des régions qui se réchauffe le plus, tout comme les pôles. Et actuellement, les chiffres indiquent plutôt un réchauffement planétaire moyen à l'horizon de fin de siècle de 3 degrés. À l'échelle du globe, donc ça inclut les océans qui se réchauffent moins vite. Et sur la France métropolitaine, c'est plutôt 4 degrés à l'horizon de fin de siècle, voilà, en moyenne, avec une fourchette d'incertitude de plus ou moins 1 degré. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, c'est plus une observation personnelle, mais que les plans d'adaptation existent depuis un moment et que malheureusement, on planifie beaucoup, mais dans le concret n'arrive peut-être pas assez vite ou pas encore assez vite. Et donc en science, c'est aussi un sujet de recherche important aujourd'hui, c'est pourquoi en fait. Pourquoi c'est les questions d'acceptabilité du changement, c'est pourquoi les gens ne veulent pas changer leur mode de consommation, etc. Et donc peut-être que Charlie veut rebondir là-dessus, mais il y a vraiment toute une partie de comportementale en fait qui est liée à l'adaptation, qui est important sur laquelle travailler en fait. Alors moi, je peux dire un peu, moi, ma réaction personnelle en entendant cette archive, je ressens un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qui a changé? On fait avance rapide, on est toujours plus ou moins dans une incapacité à transformer en profondeur notre société. Et par rapport à ce que tu disais, Kevin, alors moi, je perçois beaucoup que les études, elles se font sur la dimension personnelle. C'est qu'est-ce qui fait qu'à l'échelle de l'individu, on n'arrive pas à changer, le déni des individus. Et finalement, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est politique. Enfin, il y a une dimension aussi c'est quelque chose, un problème qui est collectif. C'est-à-dire, moi, je suis absolument convaincue que si les pouvoirs publics prenaient les bonnes décisions par rapport à ce qui est recommandé par les scientifiques, je n'aurais plus personne dans mon cabinet. Ça serait une bonne chose. C'est-à-dire, l'éco-anxiété, elle est là. Et elle est à prendre en compte, hein, bien sûr. C'est des personnes qui ressentent une vraie souffrance. Mais le problème, il se situe au niveau du collectif. Donc, je pense que ça serait intéressant aussi de faire des études sur pourquoi, collectivement, on n'arrive pas à bouger, en fait. Pourquoi est-ce que les entreprises restent aussi dans une forme de déni? Ou qu'est-ce qui fait que cette transition écologique attendue, elle n'est pas aussi rapide qu'il faudrait qu'elle soit? Donc voilà, c'est vraiment, je pense, important de pouvoir dire que cette éco-anxiété, elle est pas uniquement dans les mains des individus, qu'il y a vraiment une dimension très, très collective là-dedans. Oui, complètement. Et dans chaque seconde partie de l'épisode, je diffuse toujours une archive qui est plus ou moins récente. Et c'est toujours le même sentiment que j'ai à la fin de cette archive, c'est de me dire, OK, mais quel est le changement? Parce qu'en fait,
J'ai l'impression qu'à chaque fois, on est conscient quand même des enjeux environnementaux depuis un certain nombre d'années, qu'on est conscient des solutions à mettre en place pour lutter contre ces enjeux et qu'en fait, bah là c'est 13 ans, mais parfois 50 ans, 70 ans plus tard, on en est au même résultat. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de parfois en tant qu'individu avoir l'impression de mettre une goutte d'eau dans l'océan, parce que c'est avant tout un problème structurel, c'est avant tout un problème collectif, en effet, et sûrement que d'autres enjeux comme les enjeux économiques sont parfois priorisés par rapport aux enjeux environnementaux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on n'a plus de ressources, on n'a plus rien, bon, bah, l'économie, elle va sombrer tout autant. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit le bon ordre de priorité. Voilà, mais c'est sûr que c'est des vraies questions et c'est bien de se replacer dans un contexte. Alors, Marie-Dominique, d'abord, allez-y. Du coup, quand je vous entends, j'analyse que finalement, les seuls changements, les deux changements par rapport à ce dernier reportage, ce serait que finalement, le réchauffement climatique s'est accéléré. Il est peut-être pas plus fort que ce qui avait été annoncé avant. Et puis que du coup, l'éco-anxiété aussi, elle s'aggrave. Oui, et juste par rapport à, enfin, je voulais partager une ressource par rapport à cette notion. Enfin, je disais, voilà, j'ai un sentiment d'impuissance et j'aime bien parfois contrebalancer. Et je suis en train de lire, alors elle l'a sorti déjà il y a quelques temps, mais le livre de Camille Etienne, qui est pour un soulèvement écologique. Et je trouve que le sous-titre est intéressant, c'est Dépasser notre impuissance collective. Donc je pense que dans cet ouvrage, il y a peut-être des outils sur lesquels s'appuyer pour prendre conscience un peu de tout ça. Ça en revient à ce qu'on disait, créer du lien, être dans le collectif et agir en fait ensemble. Je pense que c'est ce qui aussi fait notre force en tant qu'être humain et c'est sûrement comme ça qu'on réussira à surmonter ce qui nous attend dans les années à venir. Alors, Charline Schmerber, vous avez mené une étude auprès de la population française en 2019. Vous l'avez déjà mentionné dans la première partie de cet épisode. Vous avez noté qu'une des thématiques liées à l'éco-anxiété est la crainte d'une population à deux vitesses, l'une éveillée et l'autre peu informée. Dans la première partie de l'épisode, et même là très récemment, on vient de parler justement de ce besoin d'entraide. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand nos proches n'ont pas la même vision de nous, voire la même prise de conscience que nous? Est-ce que justement, vous pensez qu'il faut tenter de les sensibiliser? Qu'est-ce qui serait à préconiser? Alors ça, c'est vraiment une grande thématique dans les consultations. Il y a beaucoup de colère et de frustration chez mes patients quand ils essayent d'aborder ces questions-là auprès de leurs proches et qu'ils se retrouvent face à du déni ou des discours qui vont justifier l'inaction individuelle, collective. Donc, je pense que c'est important de pouvoir en parler, de mettre le sujet sur la table, de pas forcément se dire bon bah je rentre pas dans ces débats-là parce que ça va créer du conflit. Il faut trouver une forme d'équilibre, c'est-à-dire pouvoir se dire: «Bon, bah, j'arrête d'en parler si je vois que c'est vraiment, conflictuel», mais quand même essayer de semer des petites graines. Par contre, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que, on porte pas la responsabilité de faire changer les autres, que c'est déjà très difficile de changer soi-même. Donc on peut pas se mettre sur le dos cette responsabilité-là et parfois j'observais, hein, chez les patients une vraie, culpabilité de pas réussir à faire changer, l'entourage. Ils disaient: «Ben» il y avait une attente que l'entourage change pour se rassurer. Parce qu'il y avait vraiment un besoin de se dire: «Bah, si eux ne changent pas, alors que c'est mes proches, alors que je les connais, comment on va faire pour faire changer finalement le reste de la population?» Donc, les pistes que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire passer, le message autrement quand on voit que ça marche pas, de partager, j'ai parfois des patients qui me disent: «Bah, voilà, j'envoie le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, puis en fait, les proches s'intéressent pas». Ben oui, je comprends, c'est vraiment de la matière scientifique, donc il faut avoir envie de se mettre dedans. Donc c'est peut-être de se placer à une autre échelle, dans la dimension peut-être des émotions. Et ça me vient de Caroline Baker, qui était un temps ma superviseure. Elle écrit, beaucoup d'ouvrages sur le collapse, elle est psychothérapeute, aux États-Unis. Elle m'avait partagé cette Alors, piste-là. juste pardon, est-ce que vous pouvez définir le collapse pour nos Ah auditeurs et pardon. auditrices, s'il vous plaît? Oui, alors, Caroline Baker, elle, travaille beaucoup sur la question du collapse, c'est la dimension de l'effondrement en français, enfin l'effondrement de nos sociétés, hein, vraiment plus largement, de la biodiversité, mais pas que.
Et ce qu'elle me disait, c'est de pouvoir se décaler et puis de peut-être amener les proches, faire une randonnée par exemple, et puis de passer un message différemment et de leur dire, bah voilà, cette nature à laquelle je tiens, elle me provoque ça comme émotion et j'ai pas envie de la voir disparaître. Il se passe quelque chose de différent quand on vit ça, je pense, vis-à-vis des proches, que quand on demande aux proches de regarder de la matière scientifique. Donc voilà, ça peut être de jouer un peu à ces deux niveaux, d'essayer de voir si on peut transmettre des informations, de sensibiliser, et puis de se placer dans une dimension plus émotionnelle, de voir ce qui se passe. Mais une dernière, enfin, dernier aspect par rapport à votre question, Colombe, sur les préconisations des politiques publiques, c'est encore, je pense, important de dire que le changement, il n'est pas seulement dans les mains des individus et que on doit se placer à l'échelle des entreprises et vraiment à l'échelle du collectif. Il y avait une étude de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, qui est sortie en 2019, qui disait qu'il y avait 25% du changement qui était dans les mains des individus et 75% dans les mains du collectif, donc des entreprises et des gouvernements. Donc j'ai envie de dire, les politiques publiques, ok, c'est bien de dire qu'il faut sensibiliser les uns et les autres, mais qu'est-ce que vous faites vous aussi pour aider à la transformation structurelle du monde actuel? Oui, complètement. Les individus ne peuvent pas porter individuellement le poids des impacts du réchauffement climatique ou des enjeux environnementaux sur leurs épaules. C'est avant tout un changement structurel et c'est par ça que ça passe. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est parfois frustrant de faire face à une différence d'opinion vis-à-vis de ces questions-là par rapport à nos proches. C'est frustrant d'avoir l'impression d'avoir les connaissances, de voir ce qui se passe et d'avoir des gens en face qui ne sont pas forcément réceptifs. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de passer par l'expérimentation via la randonnée et par l'aspect émotionnel que ça procure chez nous. Et c'est peut-être plus simple, en effet, que l'aspect scientifique qui demande déjà une motivation première et un intérêt premier pour la question, alors que l'expérimentation et l'émotion, c'est quelque chose qui est possible pour tout à chacun et c'est des belles pistes. Et c'est vrai que c'est toujours dur quand ce sont des gens qui partagent nos vies et on peut être éco-anxieux et ne pas pouvoir partager ça avec eux. C'est aussi une des parties du problème. Comme vous l'avez dit, on a besoin de collectifs, on a besoin de liens. Donc c'est des questions et des pistes très très intéressantes. Alors maintenant, au-delà de la sensibilisation, il peut être parfois intéressant de s'inspirer. S'inspirer de modes de vie ou de directives, par exemple mises en place par d'autres individus ou d'autres populations. Par exemple, d'après l'association Réseau Action Climat France, les peuples autochtones sont les premiers habitants d'une zone géographique avec des traditions et une culture associées à un territoire basé sur des générations d'histoire. Ils jouent un rôle primordial dans le maintien de la biodiversité. Ils gèrent l'exploitation d'espèces sauvages, pêche, cueillette dans 87 pays et sur plus de 38 millions de kilomètres carrés de terre, soit 40% des zones terrestres conservées. En plus, on en a parlé dans la première partie, ces peuples autochtones sont souvent des populations les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Donc s'inspirer et protéger ces peuples pourrait-il être également un moyen de protéger le vivant de manière globale? Qu'en pensez-vous, Kevin Lamy? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour 3 raisons, en fait. Déjà, la première, c'est parce que ces peuples, ils avaient une gestion qui était déjà durable des écosystèmes, en fait. Parce qu'ils savaient exactement quand planter, quand cueillir, quelle quantité prendre, ne pas gaspiller. C'est souvent des peuples qui sont contraints en termes de ressources, surtout les peuples insulaires. Et donc ils vivaient déjà dans la sobriété, en fait, avant même qu'on arrive. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que, je veux dire le monde occidental, mais ce mode de consommation qui a été globalisé est venu bousculer ces pratiques et qu'il y a même certains peuples autochtones qui ont perdu leurs pratiques. Même à La Réunion, on peut le voir. Mes grands-parents, ils gaspillaient rien, ils jetaient rien, tout était réutilisé. Et qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On est dans une société à La Réunion ultra consommante, en fait. Donc on a basculé comme ça en 40 ans. Et donc je pense que s'inspirer de ces savoirs locaux, de ces savoirs indigènes, autochtones ou passés, de cette mémoire, c'est assez important pour réfléchir à de nouvelles pratiques aujourd'hui. Et il y a aussi même sur la recherche, ça peut aider la recherche. Les peuples dans le Pacifique, ils ont une connaissance assez approfondie de leur climat. Même dans leur langue, même, ils ont des noms pour le vent d'Est, le vent d'Ouest. Et il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, en fait, sur la validation des modèles climatiques, sur la comparaison entre ce qu'un modèle pouvait prédire, est-ce que les savoirs locaux étaient faits. Donc c'est assez intéressant aussi les ponts qui peuvent être faits entre la science traditionnelle et les savoirs locaux. Il y a beaucoup de choses encore à faire, je pense, là-dessus. On le voit un peu à La Réunion, sur un autre sujet, sur les plantes médicinales, qui font leur chemin vers
pharmacopée, mais je pense que dans le climat aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait exploiter là-dessus. Donc au-delà de cette gestion, de cette sobriété, de cette mémoire du climat, de cette mémoire des risques aussi, savoir quand il y a des grandes inondations, où l'eau va passer. Les anciens le savaient, ça. C'est une mémoire qui a été perdue parfois. C'est aussi sur la question qui est plus de la gouvernance partagée et de l'acceptabilité des solutions. En fait, on peut bien vouloir planifier, s'adapter, mettre des solutions en place, mais si en local, c'est pas accepté, c'est pas compris, c'est pas co-construit, ça n'a aucune chance d'aboutir en fait. Enfin, sur la partie justice climatique et environnementale, comme tu le disais, je souhaiterais appuyer là-dessus et finir là-dessus. C'est souvent des peuples qui avaient déjà des modes de vie vertueux, respectueux, qui sont les plus vulnérables aujourd'hui et à qui on va imposer une façon de faire. Non, je pense que ça ne pourra pas marcher comme ça. Oui, complètement. Et c'est ce qui a été aussi pointé du doigt par Guillaume Blanc dans son livre sur le colonialisme vert. Ça a été cette idée de vouloir protéger la biodiversité dans les pays d'Afrique, le mythe de l'Éden africain, et de délocaliser en fait des peuples qui étaient là depuis des milliers d'années, des peuples tributaires souvent de l'agriculture, de l'élevage, mais toujours durable et assez respectueux, pour dire on va en faire des zones protégées parce que nous, on sait comment gérer la biodiversité, on va aller là-bas et on va les délocaliser de chez eux pour faire une gestion à notre sauce, alors que leur empreinte écologique est bien plus réduite que celle de beaucoup de pays occidentaux. Et évidemment, ça posait pas mal de problèmes, notamment éthiques. Et c'est vrai que ces populations, elles sont très inspirantes. Je me souviens que j'avais été voir une conférence sur l'Anthropocène et il parlait justement de ces connaissances scientifiques de certaines populations insulaires tributaires de la pêche et de leur capacité à prédire l'arrivée de certaines espèces aquatiques, etc. Des choses qu'on perd parce qu'on est moins habitué peut-être avec ce travail des sens, etc., cette transmission de la connaissance de génération en génération. Et ils ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est d'ailleurs des pistes pointées du doigt par le rapport du GIEC et le rapport de l'IPBES, de prendre en compte ces communautés dans les décisions et les adaptations face au changement climatique. Et on espère vraiment que ça sera mis en place dans les années à venir, car elles sont très inspirantes. Alors, dans la première partie de cet épisode, nous avons compris que le climat et la santé sont étroitement liés. Dans cette seconde partie, nous avons constaté que la sensibilisation, l'adaptation ou encore la résilience peuvent être des pistes pour faire face aux impacts du changement climatique. Merci à tous les trois. Voulez-vous ajouter quelque chose ? Pour ma part, peut-être ce qu'on a oublié de mentionner quand on parlait de sécheresse, d'inondation, c'est que oui, donc c'est des événements climatiques extrêmes qui vont avoir tendance à s'amplifier. Et au-delà d'une diminution moyenne des précipitations sur certaines zones du globe, comme l'océan Indien sud-ouest et notamment la Réunion, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va connaître des années plus pluvieuses que ce qu'on a connu dans le passé, et à l'inverse, des années plus sèches que ce qu'on a connu dans le passé. En plus d'avoir des événements ponctuels plus intenses. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film ou un livre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditrices et auditeurs ? Généralement, j'aime bien conseiller des livres que j'ai lus. Il se trouve que là, cette semaine, j'ai découvert, en écoutant une émission, que Pablo Servigne avait écrit un nouveau livre avec Nathan Obadia, et je trouve le sujet vraiment intéressant. Le livre s'appelle « Le pouvoir du suricate, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle ». Il y a vraiment toute une dimension des émotions dans cet ouvrage. Et moi, j'ai vraiment très envie de le lire, donc je le conseille. Enfin, en tout cas, je trouve que l'auteur, les deux auteurs sont intéressants. Alors moi, j'avais pensé à Horizon climatique. C'est une bande dessinée qui est sortie très récemment, qui a été pensée aussi, entre autres, par des scientifiques. Et donc, dans cette bande dessinée, c'est une rencontre avec 7 ou 9 personnes qui ont travaillé pour le GIEC, qui donnent leur point de vue, qui expliquent ce que c'est le changement climatique, les conséquences, etc. Donc c'est assez sympa. Et après, peut-être pour convaincre les proches qui étaient dans le déni, un film un peu plus marquant que j'avais vu il y a très longtemps encore. Ça s'appelle Soleil vert, c'est un vieux film des années 70 où, très brièvement, c'est dans un futur dystopique où l'homme a épuisé toutes les ressources naturelles et a des problèmes d'alimentation. Enfin, je vous laisse découvrir le film, mais je pense que c'est pas mal à partager aussi, pour convaincre les proches.
Côté climat, un beau livre de vulgarisation des résultats du dernier exercice du GIEC, c'est Tout comprendre ou presque sur le climat aux éditions CNRS. Et c'est une belle rencontre finalement entre les médias et les scientifiques, notamment les médias spécialisés dans les réseaux sociaux. Donc j'ai le livre sous la main là. Et ce qui est agréable avec ce livre, c'est que finalement, c'est des questions qui sont posées et on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre. On peut aller à la question qui nous intéresse et une question, c'est un chapitre en gros, mais ça fait entre 3 et 5 pages. Voilà. Et il y a des belles illustrations, des belles infographies de synthèse. Merci à Charline Schmerber, Marie-Dominique Leroux et Kevin Lamy de nous avoir éclairés sur le climat et la santé. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chaunette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.